Merci d'être avec nous sur DBS, c'est l'heure de l'information. Voici l'actualité en Afrique. Au Niger, les violences liées à la présidentielle persistent. 2 morts sont déjà déplorés à Niamey. Lors d'une sortie jeudi, le ministre de l'Intérieur a annoncé 468 arrestations depuis mardi, dont certains hommes politiques. L'opposition conteste les résultats du second tour de l'élection publié par la Commission électorale indépendante, déclarant Mohamed Bazoum vainqueur avec 55,7% des voix face à l'ancien chef de l'État Maman Ousmane. Ce dernier dit avoir obtenu 50,3% des suffrages et non 44,25%, comme l'a annoncé la CENI. Le candidat du RDR, Tchandi, dénonce un hold-up électoral et a promis d'utiliser tous les moyens légaux pour défendre la victoire qu'il revendique. Dans ce contexte politique tendu, les soupçons se dirigent vers les partisans de l'opposant Hama Hamadou, qui n'a pas pu se présenter à la présidentielle à cause d'une condamnation en justice et soutien de Maman Ousmane lors du second tour. Le ministre de l'Intérieur a accusé le principal opposant nigérien d'être à l'origine de ces troubles et a indiqué qu'il était recherché. Pour le ministre, Hama Hamadou entretient la tension dans le pays depuis des mois. Par ses diverses prises de parole publiques, il pointe notamment le discours du 21 août dernier où l'opposant a appelé à une alternance du pouvoir avant même l'élection présidentielle. Les résultats du second tour de l'élection présidentielle de dimanche devaient consacrer la première passation de pouvoir entre 2 présidents élus dans ce pays, habitués au coup d'État. Dans un communiqué commun, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et l'ONU ont condamné fermement les actes de violence au Niger et ont appelé toutes les parties prenantes à la retenue. Au Nigeria, le chef du groupe djihadiste Boko Haram, Abubakar Shekau, a revendiqué les attaques au mortier contre la ville de Maïdougouri dans le nord-est, qui ont fait au moins 16 morts mardi. Une vidéo de propagande diffusée jeudi sur laquelle un message vocal de Abubakar Shekau a été ajouté montre des combattants du groupe djihadiste tirer des explosifs depuis un quartier désert situé à l'extérieur de la ville. Le leader du groupe djihadiste a affirmé sans donner plus de détails que ses partisans ont mené une attaque le 23 février à Maïdougouri. Selon des sources sécuritaires, cette localité, un des derniers bastions sécurisés dans l'état du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste au Nigeria, est sporadiquement ciblé par des attaques. En juillet 2020, des hommes armés avaient également tiré des roquettes depuis l'extérieur de la ville, tuant 4 personnes et faisant 3 blessés. Au Mali, le procès de l'ancien putschiste Amadou Aya Sanogo qui devait s'ouvrir jeudi a été reporté au 11 mars. Le général et ses co-accusés sont poursuivis pour l'assassinat en 2012 de 21 militaires bérets rouges retrouvés dans une fosse commune près de Bamako. Aucune raison officielle n'a été avancée pour ce report, mais plusieurs hypothèses se dégagent avec à l'horizon un possible arrangement. Pour certains observateurs, ce renvoi s'expliquerait notamment par les mutations des personnels actuellement en cours au sein de la justice malienne qui paralysent évidemment la Cour. Depuis l'ouverture du procès en grande pompe en 2016 à Séléngui, où la procédure avait été délocalisée, le dossier dans l'impasse, car une condamnation de Sanogo pourrait menacer la cohésion au sein des troupes dans un contexte de crise sécuritaire. Le général qui a toujours clamé son innocence reste en effet populaire au sein de l'armée. Sur le fond, l'audience de ce jeudi devait être consacrée à l'audition des accusés et à la plaidoirie des avocats. La procédure pourrait connaître son épilogue dans les jours à venir sans que la justice n'ait à examiner le fond du dossier. Selon des sources concordantes, les avocats de la défense ont prévu d'évoquer une loi adoptée en 2018 à l'issue de la conférence d'entente nationale. Une loi qui prévoit notamment d'exonérer de poursuites pénales des personnes accusées de crimes et de délits dans le cadre de la crise de 2012 au nom de la réconciliation nationale et d'indemniser les victimes en numéraire ou par octroi de maison. Des associations de victimes et des organisations de défense des droits humains continuent cependant de décrier cette loi d'entente nationale, estimant qu'elle ouvre la voie à l'impunité.
Au Sénégal, l'Assemblée nationale doit statuer ce vendredi 26 février sur la levée de l'immunité parlementaire du député principal opposant Ousmane Sonko, visé par une plainte pour viol. Cette séance plénière de l'Assemblée nationale se tient dans un contexte tendu dans le pays. Depuis une dizaine de jours, les arrestations dans les rangs des soutiens du député s'enchaînent. Les militants Hassan Diouf, Clédor Sène et Guy Marius Sagna ont été arrêtés à leur domicile lundi 22 et mardi 23 février. Placés en garde à vue, ils devraient être déférés devant le parquet pour y répondre des faits de trouble à l'ordre public et d'actes de nature à compromettre la sécurité nationale après la diffusion d'un message audio sur WhatsApp appelant à la mobilisation en cas d'éventuelle levée de l'immunité parlementaire de l'opposant. Au sein de l'équipe de défense du député de 46 ans, les avocats ont pour le moment convenu d'observer un scrupuleux silence dans la presse. Dans l'actualité, le président rwandais Paul Kagame a dénoncé l'hypocrisie dans l'approvisionnement en vaccins contre le coronavirus. Paul Kagame a critiqué les pays riches pour la thésaurisation des vaccins contre le coronavirus à un moment où d'autres pays ont du mal à commencer la vaccination. Cette sortie du président rwandais contenue dans un tweet était en réaction à une soumission de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Ce dernier expliquait comment les accords entre certains pays à revenus élevés et les fabricants de vaccins Covid-19 sapent l'initiative COVAX dirigée par l'OMS en réduisant le nombre de doses qu'elle peut acheter. Le Rwanda a été l'un des premiers pays africains à démarrer son programme de vaccination contre le Covid-19. La première phase, avec des vaccins du fabricant américain Moderna, a ciblé des agents de santé et des personnes atteintes de comorbidité. Plusieurs pays africains attendent des envois provenant de différentes sources, entre autres Sinopharm en Chine, Sputnik V en Russie, AstraZeneca et Johnson & Johnson au Royaume-Uni et Pfizer et Moderna aux États-Unis. En Libye, le Premier ministre Abdelhamid Deba a soumis jeudi la composition de son gouvernement au Parlement en vue de son approbation. Il s'agit de la première étape d'une transition qui prévoit la tenue d'élections en décembre pour mettre fin à une décennie de chaos. Le Premier ministre a jusqu'au 19 mars pour obtenir cette confiance avant de s'atteler à la lourde tâche d'unifier les institutions. L'objectif final est de tenter de répondre aux attentes des Libyens qui souffrent de pénurie de liquidités et d'essence, de coupures d'électricité et d'une inflation galopante. Abdelhamid Deba a été désigné Premier ministre le 5 février par 75 députés libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU. Depuis, il a multiplié les rencontres pour mettre sur pied une équipe devant remplacer le gouvernement d'union nationale de Faïs El-Sarraj, installé en 2016 à Tripoli et reconnu par l'Organisation des Nations Unies. C'est sur ce que nous refermons cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.